Et à 11h30, il faudra que je vous quitte parce que je vais un peu loin d'ici pour nos opérations. Donc, il faudra que je le fasse. Si jamais, éventuellement, vous vouliez continuer sans moi, il n'y a pas de problème pour le faire, même si je redoute toujours qu'on fasse les choses sans moi. Mais c'était une bonne chose. Merci à Gisèle Desmouret, députée de la 2e circonscription du Gers, d'être notre invitée aujourd'hui. Gisèle, tu as déjà suivi un peu nos travaux. Tu sais que ce conseil départemental d'analyse et de vigilance a été monté au début de la 2e vague, du 2e confinement, de la 2e période de cette crise pandémique, de façon à réunir autour de moi, mais à réunir plus généralement des élus du conseil départemental, des agents cadres du conseil départemental, des experts qui nous conseillent, et puis un collège citoyen qui participe de deux manières. D'abord par les citoyens qui sont là, on a 2 qui sont présents et qui sont des fidèles de notre conseil. On en a d'autres qui sont en visioconférence. Et puis on a une retransmission en Facebook Live, ce qui fait que nous avons des questions qui sont posées par ce conseil. Il a un rôle d'aide à la décision de la collectivité départementale. C'est-à-dire que nous parlons des sujets différents et nous faisons à la fois des constats sur ce qui se passe, nous donnons de l'information aussi, et nous prenons des décisions qui nous paraissent bonnes. Depuis que nous avons commencé, c'est le 6e aujourd'hui, à plusieurs reprises, des décisions ont été prises ici. Que ce soit la mise en œuvre d'un numéro vert, la mise en œuvre d'une plateforme alimentaire, la décision de faire ces tests itinérants dans les villages du Gers, et puis parfois des choses complémentaires. C'est ici que 2 citoyens nous ont expliqué que tout le monde n'avait pas une appli sur son smartphone, et qu'il serait peut-être bien d'avoir une petite fiche sur les consignes à avoir selon qu'on est négatif ou positif, ce qu'on a fait immédiatement et qui est distribué maintenant à chaque fois qu'on fait des tests. Donc voilà, c'est une instance de décision. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé ici de sanitaire, on a parlé d'économie la semaine dernière, on a parlé de la coordination région-département avec la présidente Carole Delga. Mais comme tu le sais, et c'est la thématique qu'on a voulu retenir aujourd'hui, cette crise, c'est une crise sanitaire qui induit une crise économique et qui induit une crise sociale. Tout est lié. Et nous, on le voit, on le dira, on voit bien l'augmentation qui nous arrive, notamment sur les demandes d'allocation de RSA, par exemple. On voit bien qu'il y a une progression. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Alors, dans l'ordre du jour, on fait un point sanitaire. Peut-être, je crois que Jean-Michel Blais est là. Oui, Monsieur Blais. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous faire un tout petit point par rapport aux chiffres que le préfet nous a envoyés hier, et puisque ce dont on a parlé hier matin, enfin hier à tour de coupe, quelle est la situation du département à la date où on parle, 16 décembre? Oui, alors quelques indicateurs synthétiques de la situation. Donc nous avons dépassé le milieu de semaine dernière le nombre de 3000 cas confirmés. On est sur 3151 cas confirmés aujourd'hui pour le Gers, avec un taux d'incidence. Donc je rappelle, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc un taux d'incidence qui, pour la période du 6 décembre au 12 décembre, puisque les statistiques de Santé publique France ont un petit temps de recul, est à 110 pour le Gers, qui fait partie des 4 départements d'Occitanie qui sont au-dessus de 100, avec le Gard, la Lozère et les Hautes-Pyrénées. Nous avons l'indicateur le plus favorable, les autres sont bien au-dessus, le Gard à 120, la Lozère à 164 quasiment,
et les Hautes-Pyrénées à 193. Pour autant, ce taux d'incidence marque un peu un palier, puisque nous étions la semaine enfin, sur les 7 jours glissants précédents à 107,9, quasiment à 108, c'est-à-dire du 5 au 11 décembre. Et du 4 au 10 décembre, nous étions à 108,9. Donc, on a un peu un palier. Ce taux s'explique en grande partie par les clusters que l'on connaît surtout sur les 2 établissements de Nogaro et d'Auch. Nogaro, EHPAD et médecine, soins de suite. Et puis, le centre hospitalier d'Auch, l'unité de soins de longue durée et maintenant l'EHPAD. Donc, si on retire l'incidence des clusters, on est dans la moyenne départementale, ce qui veut dire que, dans la moyenne régionale, pardon, qui elle est à 77,9 hier. Donc nous, on est dans cette moyenne. Donc ce qui veut dire que en dehors des clusters, on a quand même une circulation diffuse qui est bien réelle du virus et qui justifie, à mon sens, les opérations de dépistage que vous menez, que mène aussi la région avec la Croix-Rouge, puisqu'il s'agit de rechercher les personnes asymptomatiques qui pourraient être source de contamination dans une situation qui est quand même en voie d'amélioration, mais un virus qui reste présent sur le département. Au niveau des hospitalisations, donc on a 32 personnes hospitalisées, ce qui est quand même un chiffre relativement élevé. 21 à Auch, ce n'est pas la réanimation qui nous inquiète, il n'y a plus que 2 personnes en réanimation hier après-midi, 16 en hospitalisation conventionnelle à Auch, 3 en soins de suite, donc 21 personnes hospitalisées à Auch, 3 Condon, 5 cas, 2 à Nogaro et 1 à Flamatan. Voilà, Monsieur le Président, l'état de la situation. Donc, un peu un palier, en grande partie dû au cluster, mais quand même aussi à une circulation du virus sur le département, avec surtout toujours l'ouest, le bas Armagnac. Bon, ça peut être lié évidemment à la situation de Nogaro, aussi bien pour les résidents que pour les soignants et leurs familles, au niveau donc géographique. On est sur cette configuration, bas Armagnac, Grand Armagnac, Artagnan-Fezensac et Grand Auch, Cœur de Gascogne, qui sont au-dessus du taux d'incidence de 100, puisque je rappelle que le seuil d'alerte est à 50. Voilà. Sur les classes d'âge, le taux d'incidence est en régression partout, avec des classes d'âge qui sont supérieures à notre moyenne départementale de 110, qui sont les 10-20 ans, qui sont à 138 quasiment, les 20-30 ans, qui sont encore en progression à 180, et les 65 ans et plus, mais là on a peut-être un effet EHPAD, à 138. Voilà. Donc dans cet ensemble où le taux d'incidence est en régression partout, donc 3 classes d'âge avec encore un taux d'incidence un peu plus élevé que la moyenne départementale, et surtout les 20-30 ans où le taux d'incidence, lui, est en progression. Merci. Voilà, brosser le profil du département au niveau des indicateurs de circulation virale. Merci, monsieur le délégué. Deux petites questions, une qui est de moi et une autre qui sera d'une citoyenne, Catherine, qui a posé une question sur le Facebook Live. Moi, ma question à moi, c'est plus une précision. Vous confirmez bien que le fait que le Gers dispose de plutôt beaucoup d'établissements où il y a des personnes âgées, que ce soit des EHPAD ou que ce soit des hôpitaux, c'est ça qui fait que lorsqu'on a des clusters dans ces endroits-là, ça booste de manière un peu, pas artificielle, mais en tout cas, ça booste beaucoup le chiffre. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces clusters dans ces endroits-là, que vous avez notamment cité, je pense à Nogaro et à Auch, on serait effectivement autour de 75 ou 76 en taux d'incidence, donc dans la norme régionale. Oui, tout à fait. Oui, je confirme. Si on n'avait pas ces situations-là, on serait dans la moyenne régionale.
D'accord. Alors, la question qui est posée par Catherine, c'est une question qui est presque posée à la fois à vous et à moi. Elle dit, Catherine, sur le Facebook Live, Monsieur Blais, quelle est la pertinence de multiplier les tests en zone reculée et pourquoi pas les faire en zone urbaine? Alors, une chose avant de passer la parole à Monsieur Blais, c'est vrai que nous avons pris la décision avec les bus itinérants d'aller justement dans les zones reculées. Parce que c'est souvent des zones qui sont peuplées de gens dans des villages un peu éloignés des endroits où ils pourraient réaliser ces tests. Donc, c'est leur mettre à disposition. Pour autant, c'est vrai, et je vous l'ai dit, Monsieur Blais, hier, c'est que le constat qu'on fait sur la positivité par rapport au nombre de cas que nous testons, elle est très, très faible. C'est-à-dire qu'on est à quelques pourcents de positivité. Je crois qu'on est à 6 au plan départemental. On est plutôt à 1 à 2% sur les tests que nous faisons. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de le faire, ne serait-ce que parce que si quelqu'un est révélé positif, il peut prendre ses dispositions ensuite pour se protéger et protéger les autres. Mais c'est vrai que dans les zones reculées, ce que nous constatons, c'est qu'il y en a moins. Pour autant, je pense qu'on en fait aussi en zone urbaine, Monsieur Blais. Oui, oui, oui. L'idée, c'est effectivement le dépistage en zone isolée ou plus loin des lieux de dépistage, c'est de cette manière de corriger l'inégalité territoriale, on va dire. Puisqu'en zone urbaine, on peut penser que les gens ont un accès plus facilité au laboratoire et aux tests. Mais les deux sont convergents, c'est-à-dire qu'il faut tester massivement pour, je dirais, débusquer les personnes porteuses du virus et asymptomatiques, donc les personnes qui portent le virus et qui l'ignorent, et qui peuvent contaminer les proches ou les amis ou les collègues. C'est la même stratégie de dépistage, dépister. Dans cette période, c'est important. Sur le taux de positivité, il est de 6% pour le département, il est de 4,2 en moyenne régionale. Voilà. D'accord. Puisqu'on parle, on est dans le sanitaire, on est dans les tests, on est dans tout ça, on va continuer un petit peu sur cette séquence-là. On a le sentiment qu'il va y avoir dans les jours qui viennent et jusqu'à la fin de l'année une pression assez forte de la part des citoyennes et des citoyens du Gers pour se faire tester avec des tests PCR, se faire tester avec des tests antigéniques et avec une grosse pression sur les laboratoires. Je vois que Julien Lacroix est là, il nous dira peut-être un mot à ce sujet-là, sur les infirmières qui sont quand même dans une période où elles aussi ont besoin de souffler, de prendre des congés. Donc, Monsieur Blais, est-ce que vous voyez venir cette période et comment on va pouvoir la gérer, quoi? Oui, alors il y aura sans doute à l'approche des fêtes et des rencontres, des événements familiaux, une demande majorée de tests avant les réunions de famille. Il peut y en avoir une aussi après, début janvier, c'est tout à fait possible. Je crois que ça se reflète sans doute dans les statistiques. Est-ce que le docteur Lacroix va intervenir? Oui, Julien Lacroix, bonjour. Vous nous confirmez une montée en pression un petit peu, que vous sentez venir une vague de demandes de tests en quelque sorte? Voilà, oui, bonjour tout le monde. Nous, effectivement, depuis quelques jours, on n'a pas beaucoup de demandes des citoyens qui appellent pour se faire tester. C'est vrai que ça augmente progressivement. Je vous rejoins dans le sens où d'aller à l'encontre des personnes dans des coins reculés a tout son intérêt parce que c'est les personnes qui sont loin des tests de dépistage, qui sont loin des professionnels de santé. Par contre, c'est vrai qu'en ville, l'offre est là quand même, puisque nous avons choisi, nous, à Auch, de faire un test tous les jours depuis le début, depuis le mois de mars, qui se fait sans rendez-vous, que les gens viennent sans rendez-vous tous les jours, tous les après-midi, du lundi au vendredi. Donc, et là,
depuis quelques jours, si vous voulez, ça commence à remonter, mais on est loin des après-midi qu'on a connus il y a quelques mois, donc quelques semaines. Donc, si vous voulez, l'offre est là et elle n'est pas encore à saturation, j'ai envie de dire. Voilà. Après, il y a beaucoup de cabinets infirmiers sur Roche que nous avons formés qui procèdent également aux tests. Maintenant, il y a l'offre des tests antigéniques qui est là. Donc, en zone urbaine, je rejoins ce que vous disiez, c'est que je suis pas sûr que de mettre à disposition des dépistages massifs comme c'est fait en campagne où on va vers ces personnes, à l'encontre de ces personnes pour qu'elles se fassent tester, je suis pas sûr de l'intérêt. D'autant plus que effectivement, c'est en train, on n'est pas encore en saturation, mais là, on sent bien que pour la semaine prochaine, ça va monter en pression et on sera sans doute en saturation sur nos laboratoires les 3 ou 4 jours qui précèdent les fêtes. Merci. Effectivement, vous savez, on a dialogué avec vous parce que si je peux juste rajouter également, c'est que on essaye de faire passer quand même le message auprès de tous ces gens qui voudraient absolument se faire tester. Notamment la dernière publication du conseil scientifique, c'est de se faire tester réellement. La meilleure façon de passer les fêtes tranquilles sans avoir peur de contaminer les grands-parents ou les personnes fragiles, c'est l'auto-isolement quelque part plusieurs jours avant les fêtes. C'est ça la clé de ça se passe bien, hein. Ouais. C'est pas de se faire tester 3 ou 4 jours avant et de prendre ça pour argent comptant. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez empêcher que quelqu'un se dise qu'il a envie de se faire tester 3 ou 4 jours avant et ensuite se mettre en auto-confinement? Parce que s'il se met en auto-confinement sans avoir procédé à un test préalable, il se met en auto-confinement sans savoir s'il est négatif ou positif. Je me fais un peu l'avocat du diable. Mais si vous voulez, je vous rejoins. Mais si vous voulez, l'autoconfinement, c'est justement parce qu'on sait très bien que si même la personne est porteuse du virus, s'il s'autoconfine pendant 7 jours, arrivé au fait la semaine prochaine, donc dans une semaine, il ne sera plus contaminant. L'idée de l'autoconfinement. D'accord, je comprends. Ok, je comprends. En sachant que du coup, c'est que si vraiment on arrive à saturation, c'est une perte de chance pour les personnes qui doivent réellement se faire tester parce qu'elles ont des symptômes ou parce qu'elles ont été réellement un cas contact d'une personne positive. Voilà, c'est ce qui est avancé dans le dernier argumentaire du conseil scientifique. D'accord. Merci. Je crois qu'on a. Monsieur le Président, oui, je crois que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le fait de tester, enfin, y compris dans les secteurs un peu éloignés des laboratoires, même s'il y a un bon maillage du territoire, hein, il y a 9 sites quand même sur le territoire du Gers pour se faire dépister, ça participe aussi à la prise de conscience, hein, ça offre un support, ça peut dédramatiser l'histoire du test pour certaines personnes. Et surtout, ça s'accompagne aussi de conseils, hein. Je crois qu'il y a des conseils en matière de prévention, de respect des gestes barrières qui sont donnés à cette occasion. Donc, c'est pas qu'un acte isolé de prélèvement. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est bien. D'accord. Je dis ça, j'ai parlé de ça avec Julien Lacroix parce qu'on a évoqué à un moment donné, on sentait qu'il y avait une pression pour éventuellement sur la ville d'Auch de faire quelque chose. Et on s'est posé la question par rapport à notre itinérance, si elle pouvait s'appliquer à Auch. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que un succès de gens qui potentiellement ont envie de se faire tester se traduise par un échec parce qu'on n'a pas les moyens ensuite de réaliser
les tests dans des bonnes conditions. À ce sujet, d'ailleurs, je regrette bien, je le redis ici, c'était Julien Lacroix qui nous en avait parlé la dernière fois, que l'arrêté du gouvernement a été pris qui réduit la part du remboursement dès lors qu'on n'est pas dans les 24 heures pour donner les résultats. Alors c'est peut-être plus facile dans des très 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 grandes villes, mais dans des départements ruraux comme les nôtres, ça pose quand même toute une série de questions. Et donc, un peu en dialoguant avec le laboratoire, avec un infirmier, on s'est dit qu'on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir quelque chose dans lequel il y aura un engorgement qui finalement serait le contraire de ce qu'on voulait parce qu'il n'y aurait pas ça. Le docteur Lacroix nous disait qu'il y a des familles entières qui réservent aujourd'hui, qui prennent des dates de réserve pour faire des tests dans le 22, 23 décembre. Donc, je crois qu'il faut faire attention aussi à ça. Julien Lacroix, vous disposez de tests antigéniques aussi? Vous faites des tests PCR et des antigéniques? Comment se répartissent les choses? Si vous voulez, les tests antigéniques, vous trouverez pas un laboratoire qui vous fait des tests antigéniques. Les laboratoires ne disposent que de tests PCR. Les tests antigéniques, on va dire, c'est les professionnels de santé tels que les infirmiers. On dispose auprès des pharmacies de ville et les pharmaciens essentiellement après qui peuvent tester eux aussi dans leurs locaux. Là, l'offre sur Roche, alors d'après ce que j'entends, je la connais pas bien l'offre, mais alors les cabinets infirmiers le font. Il y a pas mal de cabinets infirmiers qui le font. Et par contre, l'offre en pharmacie, il me semble qu'elle est assez réduite. Donc c'est vrai que le succès qu'on attendait des tests antigéniques est peut-être aussi réduit parce que l'offre est aussi réduite. Mais il n'y a pas que ça, Julien Lacroix, parce que je vais redemander à M. Blais, mais on en a parlé hier. Il y a aussi le fait que parfois les citoyens ont compris que le test PCR était, j'allais dire, d'une fiabilité, si on l'a ou on l'a pas, plus grande que les tests antigéniques. Et donc je crois qu'il y a des gens qui, quitte à se faire tester, ont envie d'avoir un test PCR plutôt qu'un test antigénique. Monsieur Blais, c'est un peu ça dont on parlait hier. Oui, effectivement, oui. D'autant qu'il y a des indications pour le test antigénique. Il faut avoir pour les personnes symptomatiques, c'est des symptômes depuis 4 jours, au moins 4 jours. Et il ne faut pas être personne à risque non plus. Les tests antigéniques font partie de cette stratégie de dépistage massif et ils étaient faits justement pour soulager la pression qu'il y avait sur les laboratoires en ouvrant cette deuxième possibilité de test, dont le résultat, je rappelle, est disponible en 30 minutes. Les indications sont assez restreintes. Oui, tout à fait. Oui. Et même chez certaines personnes, on va se retrouver à faire un test antigénique et en fonction du résultat, c'est par un autre test PCR par derrière. Donc, ça veut dire 2 prélèvements nasopharyngés. Donc, c'est sûr que ça doit refroidir. Oui. Alors, pour qu'on en termine peut-être avec le colonel Ferrès, peut-être pourrait nous dire toujours un petit point du point de vue des pompiers du Gers, comment les choses se déroulent actuellement. Oui, Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Donc actuellement, nous avons également un engagement opérationnel qui est à la baisse. Nous ne réalisons plus qu'une mission suspecte Covid tous les 2 ou 3 jours. C'est-à-dire que ça a été diminué par 5 ou 6 depuis les dernières semaines, puisqu'il y a eu des moments où on était plutôt sur 4 à 5 transports Covid avérés ou suspects par jour. Du côté de nos ressources humaines, nous n'avons plus qu'un seul sapeur-pompier dans le département sur les 1300 cas positifs. Donc c'est sur le secteur de Cour-Ensemble. Plus que quelques agents isolés dans le cadre d'un potentiel cas contact. Ça veut dire qu'on a retrouvé quasiment 100% de notre potentiel opérationnel. Ensuite, bien évidemment, comme depuis le début de la crise, on continue à être en soutien d'un certain nombre
de structures. Alors, nous avons soutenu l'éducation nationale sur le traitement des déchets de dépistage en ce qui concerne les dasseries. Nous sommes engagés avec le conseil départemental sur le soutien logistique et les EPI dans le bus test itinérant, avec Jean-Michel Blais, puisque demain nous attaquons un dépistage massif sur Condom et nous y étions également en début de semaine sur plusieurs sites. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, indépendamment du risque courant ou des situations particulières, puisque nous avons eu une alerte orange sur plusieurs jours récemment en termes de vigilance crue, et nous continuons notre action de soutien de l'ensemble des services des collectivités territoriales et de l'État. Voilà, donc on va dire une situation qui s'améliore du point de vue des sapeurs-pompiers du département. Voilà. Merci mon collègue, je sais qu'il y avait beaucoup de monde aussi sur les crues qui ont beaucoup mobilisé aussi les services du département sur les routes. J'ai une question de Rose. Oui, pardon, quelqu'un voulait… Non, j'ai une question de Rose. Oui, qui veut parler? Juste pour dire, par rapport aux tests antigéniques, puisque ce sont, comme l'a dit le docteur Lacroix, les médecins, les pharmaciens et les infirmières et infirmiers qui peuvent qui se déclarent comme pouvant réaliser les tests antigéniques. Donc, on peut trouver l'information sur www.sante.fr. Alors, santé sans accent, bien sûr, S-A-N-T-E. Voilà, pour trouver les professionnels qui, près de chez soi, peuvent pratiquer les tests antigéniques. D'accord. Merci. Oui. J'avais une intervention, Président. Je voulais corroborer les interventions pour dire que nous, au niveau de l'effectif du conseil départemental, on a 1600 agents. Actuellement, on a 2 agents en arrêt maladie Covid. Donc, c'est beaucoup plus bas qu'en première partie de période. Mais je constate à chaque fois que ces personnes qui sont Covid, parce que d'abord, je les connais les deux, souvent, elles ont des liens avec des personnes qui travaillent dans les établissements médico-sociaux. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est si M. Blais ou si d'autres personnes sont capables de répondre, c'est notamment l'accompagnement CPAM de l'environnement des gens infectés Covid. Si entre guillemets, il y a une organisation spécifique par rapport à… Parce qu'aujourd'hui, on le voit que les gens travaillent beaucoup. Quand on discute, quand on parle des repas de fin d'année, en fait, on voit que les gens qui ont dans des familles, des gens qui travaillent dans les EHPAD, dans l'hôpital médico-social, en fait, ils refusent, ils les rebutent pas. Mais on voit qu'il y a une forme de prévention à l'endroit des personnels qui sont susceptibles d'être en contact avec… Voilà. Donc, je voulais savoir si, dans la cohorte des tests positifs et des Covid, s'il y a une analyse par CSP et par profession ou par corrélation de profession. C'était un peu mon sujet, notamment par rapport à ce taux bas que vous indiquez si on enlève les 2 clusters. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon… Déroulé. Oui, on suit à la fois la statistique résident ou patient et les soignants aussi. Après, il y a le volet familial ou vie privée des soignants qui est suivi par la caisse primaire d'assurance maladie. Les contacts familiaux sont pris en charge par les plateformes CPAM. Mais effectivement, oui, il y a presque quelquefois autant de soignants que de résidents ou de patients positifs dans les établissements. Ok, merci Monsieur Blais sur toutes ces informations-là.